Merci, d'être, présent pour cette présentation. L'idée ici, ça va être de parler, des outils, ou plutôt de la manière dont on va travailler qui va être assistée par intelligence artificielle. Je pense que de la même manière qu'on a eu, une époque où, vous savez, c'était assisté par ordinateur avec, la CAO, DAO, MAO. Je suis, maintenant convaincu qu'on va avoir la même, révolution avec l'IA. Ça a déjà commencé en partie, hein. Il y a des outils comme, Firefly de Adobe, dans Photoshop qui, révolutionnent la manière dont on utilise Photoshop. Il y a Notion, qui a intégré leur petite brique IA qui révolutionne probablement moins, la manière dont on écrit dans Notion. Mais en tout cas, tout le monde lance des petites initiatives ça va être pas mal de changements pour pas mal de personnes dans les mois et années qui viennent. La question, c'est pendant combien de temps ce sera assisté et est-ce qu'à un moment, bah, il y a vraiment des pans entiers qui glisseront? Je pense que c'est une autre question et on va pas l'aborder ici, mais elle mérite d'être posée. Au programme, du coup, on va, faire un petit rappel sur, l'historique et la définition, des termes qu'on va employer, histoire de démystifier un peu, tout ça. Ensuite, on parlera des 2 produits qui nous intéressent particulièrement, GPT et Copilot. On aura un point par Lucas sur la partie légale et sécurité parce que, il y a pas mal de questions qui se posent autour de ça. Il ne faut pas faire, complètement n'importe quoi. Et on aura une petite conclusion, sur, bah, c'est quoi la suite et comment ça s'inscrit, chez Agicap. Du coup, en général, j'aime bien moi commencer un peu les présentations en définissant quoi, les choses. Donc, là, c'est pas hyper simple parce que en gros, définir ce que c'est que, ces histoires d'IA, de réseaux neuronaux, bon, c'est des sujets un peu compliqués quoi. Donc, en gros, vulgariser ça rapidement, ça va être un peu un challenge. Je vous demande de vous accrocher un peu pour ceux qui connaissent pas trop, ce sujet. Mais, là, on va se concentrer sur la partie deep learning. Donc, dans l'IA, on a l'artificial intelligence, ensuite on a le machine learning. En gros, c'est un peu supervisé par les humains. Et le deep learning, c'est une branche qui est un peu autonome et assez complexe dans le sens où l'ordinateur détecte lui-même certaines features, on appelle ça des features, dans des images par exemple, qui lui permettent de prendre des décisions. Et en fait, ces réseaux neuronaux, le concept en tant que tel, il n'est pas si compliqué que ça. On va prendre un exemple très simple, où l'idée, ça va être de faire un thermostat, par exemple, pour un radiateur qui doit se déclencher quand la température est inférieure à 18 degrés et s'arrêter quand la température est supérieure. En entrée de notre réseau neuronal, donc là, c'est un réseau neuronal de 1 neurone, le 1 hidden neurone au milieu, quoi, donc c'est pas vraiment un réseau, on verra qu'il y en a des plus compliqués. Mais en entrée, on a une valeur, 19 degrés qui peut osciller de 19 à 40 ou, à 0 et cetera. Et en sortie, l'objectif du réseau, c'est de nous sortir une valeur qui va être le plus souvent, 0 ou 1 si on est dans des réseaux, par exemple, classificateurs, qui essayent de classifier, si, par exemple, telle image comporte un chien. Bah, ce sera à 1 s'il y a un chien, à 0 s'il y a pas de chien, quoi. Et donc là, le point, c'est que, si j'ai 19 en entrée, j'aurai 0, en sortie et si j'ai 17, j'aurai 1 parce que ça veut dire qu'il faut qu'il s'allume et inversement. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, un neurone, c'est juste une valeur, une information, une valeur comprise entre 0 et 1, qui est calculée à partir des connexions vers les neurones précédents. Et donc là, sur un cas aussi simple que ça, on ne perçoit pas forcément la complexité qu'il y a derrière, mais sur des cas plus compliqués, comme celui-là, eh bien, en fait, on se rend compte que c'est le nombre de connexions des synapses, hein, c'est des synapses littéralement, vers le layer précédent qui fait le nombre de paramètres qu'il y a dans un réseau. Et donc, c'est la variété et l'importance du nombre de paramètres qui va définir, le nombre de cas différents que le réseau est capable de traiter, pour la faire, de manière résumée. Ce qui fait que là, je peux très bien avoir une fonction qui allume ou éteint mes radiateurs parce que c'est juste une fonction un peu linéaire, quoi. Dès que je passe au-dessus d'une valeur, je l'allume et quand je suis en dessous, je l'éteins. Mais en fait, en ayant, beaucoup plus d'entrées et par exemple, en ayant en entrée des images, hein, ici ça pourrait être des images, en entrée de mon réseau, eh bien je suis capable de détecter un chat ou un chien ou si j'envoie du texte, je suis capable de, dire si, la réponse est correcte ou non et voire même générer du contenu. Hem,
je vais pas forcément rentrer plus dans les détails. En tout cas, on va partager, la publication, à la enfin le PowerPoint là à la fin et je vous pousse vraiment à aller voir, ces vidéos-là. Donc c'est de Three Blue, One Brown, qui en 3 épisodes explique vraiment brillamment, vraiment d'une simplicité, incroyable quoi, ces concepts. Si ça vous intéresse, je vous pousse. Et moi, il y a quelques années, j'avais posé une implémentation en Node.js, d'un réseau neuronal en 200 lignes, qui rentre et qui fonctionne à peu près, quoi. Donc, si ça peut permettre de démystifier un peu et de, comprendre les termes et la manière, dont ça fonctionne, je vous pousse, à aller voir ça, c'est très intéressant. Et du coup, en termes d'historique, sur les outils pour assister, au développement, Copilot, c'est pas le premier outil à avoir émergé, hein. En fait, on avait déjà dans les IDE IntelliSense, boostés par IA. En tout cas, il y avait ça sur, Visual Studio Code et je pense que c'était pareil sur Visual Studio. Ça marchait, en tout cas, c'était des débuts, quoi. Il y avait Tab9, Kite. Kite, ça prenait un maximum de RAM, donc moi, je l'ai vite désinstallé. Tab9, c'était un peu une autocomplétion un peu améliorée, quoi, mais c'était, assez léger. Et là, il faut admettre que, depuis, quelques temps, 1 an et demi pour Copilot et ChatGPT depuis, quelques mois là, ils sont un peu en train de s'imposer, en tant que dominants quoi, du secteur. Donc, il y a les autres GAFAM, qui essayent de concurrencer, mais bon, pour l'instant, OpenAI, poussé par Microsoft, propose ces 2 solutions, GitHub Copilot et GPT, heu et ChatGPT et ils ont quand même bien roulé sur la concurrence. On verra si ça reste comme ça. Quoi qu'il en soit, pour commencer par ChatGPT, déjà, il faut un peu, être, on va dire, pas humble, mais en tout cas, il faut, accepter qu'on est en retard de 2 ans, tous là collectivement, moi y compris, parce qu'en fait, le moteur GPT-3, il est dispo sur internet depuis 2 ans, depuis 2020, et il a, le même niveau de, on va dire, d'efficacité quoi, que ce qu'il y a dans ChatGPT aujourd'hui, puisque ChatGPT se repose sur, GPT-3, le moteur qui a été construit par OpenAI et qui a été, mis disponible sur internet en, 2020 quoi. Récemment, ChatGPT, ils ont wrappé, les appels au moteur, GPT-3 et ils l'ont rendu disponible sous forme de chatbot, en décembre. Et là, c'est parti en live, genre en 2 3 mois, les gars, ils ont eu 100 millions de personnes qui se sont inscrits sur leur plateforme. En fait, on découvre aujourd'hui des features, des fonctionnalités qui sont présentes dans le moteur depuis le début et que personne n'avait découvert jusqu'à maintenant. Des manières de résoudre certains problèmes, des choses comme ça. Et donc, c'est un peu terrifiant hein, quand on va loin dans le truc, c'est que on a quand même construit un système dont on ne connaissait pas toutes les fonctionnalités et on a mis 2 ans à découvrir les fonctionnalités du système, quoi. Donc bref, ça va hyper vite. Là, en ce moment, il y a des trucs qui sortent, tous les jours avec, des nouvelles révolutions, quoi. Donc il faut un peu rester, informé si on veut pas être, dépassé par le truc, quoi. Sachant que là, ils sont en train de mettre à dispo GPT-4 qui va être inclus dans le ChatGPT, qui travaille sur GPT-5. GPT-4, c'est, une IA qui est multimodale, hein, ça veut dire qu'elle prend plusieurs modes pour, converser avec elle. Elle prend non pas que le texte, comme c'est le cas avec GPT-3, mais elle prend aussi les images et il y a la voix aussi, qui arrive. Enfin bref, en gros, ça devient multimodal et on se rapproche de plus en plus de, l'IAG, hein, l'artificial intelligence, généraliste quoi, celle qui est capable de résoudre, heu, tous les types de problèmes variés en prenant différents modes en entrée et différents modes en sortie quoi. Du coup, ChatGPT, la manière dont on a de maîtriser l'outil, c'est pas sorcier, c'est juste devenir un expert des prompts. Les prompts, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de poser des questions à la machine. Et là, c'est pas forcément trivial, quoi. Il y a des petits tips et tricks. On va pouvoir passer sur ces tips and tricks juste après. Mais juste, je voulais vous montrer un truc qui a émergé récemment. C'est une marketplace où les gens peuvent vendre leurs prompts pour, piloter correctement, l'IA. Et donc en fait, ça, je trouve que c'est complètement dingue, comme nouvel usage. C'est-à-dire que, on a par exemple ici un prompt qui permet de demander à Midjourney, donc l'IA qui, génère des images, d'un style particulier. Et donc en fait, les artistes, bon, bah, en fait, s'ils veulent générer, 50, images qui vont dans ce style et bah, ils achètent le prompt à 2,99 € et ils peuvent faire ça.
Ou on a aussi des prompts qui correspondent à des usages ChatGPT. Par exemple, là, on a, qu'est-ce que c'est ça? Innovative Service Idea for Businesses. Et là, ça nous donne des exemples de résultats de sortie. Parce qu'il faut un peu chercher quand même comment bien poser la question et comment bien la formuler pour que ce soit compréhensible. Et le deuxième point, c'est il faut vraiment faire l'effort de repenser des use cases qu'on pensait résolus. Quand je dis résolu, ça veut dire il y a peut-être un an, on a résolu tel use case, l'extraction OCR chez Cash Collect en utilisant Clipa, un service d'API qui le fait à notre place. C'est pas notre métier, on ne veut pas passer notre vie à faire ça, et voilà. Et en fait, ça, c'est des use cases qui aujourd'hui méritent d'être repensés parce qu'on peut arriver à les craquer beaucoup plus facilement. Et ça s'applique à plein de trucs. Vraiment, là, j'ai un exemple, on va en parler de plusieurs, mais il y a vraiment énormément de cas qui peuvent être repensés et qui méritent d'être repensés. Mais pas que au niveau tech, hein, vraiment aussi au niveau produit, dans la manière de concevoir des US, dans la manière de rédiger des minutes de rendez-vous. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être impactées par ça, quoi. Je pense que c'est pas mal de parler des limites aussi. Le point à avoir en tête, hein, c'est que les informations qui vont être fournies, elles peuvent être incorrectes, elles peuvent être biaisées et elles se limitent à, voilà, 2021, ça a peut-être été un peu mis à jour, mais grosso modo, c'est pas parfait. Et en fait, ChatGPT, il est extrêmement bon pour avoir des réponses qui soient persuasives. Donc souvent, ça marche bien parce que c'est des informations correctes, mais parfois, si on l'a entraîné sur un mauvais chemin, ou en lui donnant des mots-clés qui l'entraînaient dans une mauvaise direction ou sur des questions un peu insolubles quoi, ou incorrectes au moment où on l'a formulé, eh bien, il va quand même essayer de donner une réponse. Et parfois, on parle d'hallucination. Donc, c'est le terme qui est employé pour dire le moment où le moteur il est complètement en freestyle et que bah, il invente complètement le truc parce que bah, ou la question est mal formulée, ou il n'y a pas les infos ou quoi. Mais en tout cas, c'est complètement erroné. Et pourtant, si on n'est pas du métier ou qu'on ne fait pas attention, on pourrait vraiment se laisser avoir par ça, quoi. Et à ce titre, il y a un article très intéressant, je vous le conseille à fond. L'article, il est un peu écrit sous forme de, c'est un peu un plot twist, quoi, comme Fight Club, où il y a une révélation dedans. Donc, je ne veux pas spoiler, mais je vous pousse à aller le voir. Et je trouve que ça met bien en exergue les limites qu'il peut y avoir et les risques potentiels, quoi. Du coup, ce qui nous intéresse, le premier use case, l'aide au développement. Donc là, ce use case, ça passe par probablement le truc que tout le monde a vu ici, et c'est l'usage du chatbot, ChatGPT, où on peut formuler des questions hyper simplement et il pourra y répondre. Ce use case-là, c'est l'aide au développement dans le sens où... Ah, voilà, c'est l'aide au développement dans le sens où ça va nous aider dans nos tâches quotidiennes pour des trucs où ça va me demander d'aller chercher dans 4 docs différentes et voilà. Et du coup, j'avais préparé un peu des prompts justement, je vais vous les montrer brièvement, un peu pour montrer l'étendue des cas qu'on peut traiter, quoi. Donc je lui demande de créer un composant de login Angular en utilisant Angular Material et le système de Component Store NGRX, c'est un store front-end, et en utilisant une route back-end à appeler en post sur login avec en body, username et password, et je lui mets code only. Et code only, c'est parce que je veux pas qu'il me mette 50 000 explications au milieu, parce que je suis quand même un développeur Angular depuis longtemps. Bon, je connais un peu l'écosystème, quoi. Et donc, j'ai pas forcément besoin qu'il me pollue. Donc, je peux préciser code only. Et il y a d'autres trucs comme ça qu'on peut préciser, mais qui limitent et qui rendent la réponse très synthétique. Et donc là, il me génère mon login en respectant à peu près ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire username, password. Il utilise bien un store. Il dispatche bien l'action au moment du submit. Il gère les messages d'erreur. Il utilise le form builder, c'est plutôt clean. Le code, il est OK. Un problème, il utilise un store NGRX et pas un component store NGRX. Je ne l'ai pas fait, mais je pourrais lui poser la question, lui dire, tu utilises un store, utilise plutôt un component store, et il aurait probablement corrigé. Il me fait aussi l'HTML. Pareil, bindé correctement, il m'affiche les erreurs. Il me crée les actions du store. Il me crée les effects qui seront déclenchés par la méthode submit. Là aussi, c'est valide, il n'y a rien à dire.
Et c'est à peu près, ce qui m'intéresse pour mon login front-end. Il me manque le auth service qui fait la requête HTTP. Je ne l'ai pas fait pour avoir un exemple un peu, succinct, mais il le ferait sans problème. Je lui dis: «Génère-moi le auth service associé», il me le fait, sans problème. Je lui demande de me générer la route back-end, Nest.js, heu, qui respecte la clean architecture en utilisant l'ORM Prisma et Passport.js, c'est une librairie pour gérer la sécurité. Donc là, j'essaie d'être un peu spécifique, et voilà. Grosso modo, il répond, à 80 de la demande au niveau des librairies, au niveau des outils utilisés. Il y a pas de problème avec ça. Il y a un petit problème au niveau de la sécurité, dans la validation, de mon password. Les méthodes de login, hein, vous voyez, bon, il y a 50 000 manières de, faire une méthode de login, mais au niveau de la validation, là, il me fait une comparaison basique en base de données. Donc, il récupère l'utilisateur depuis la base de données, il compare ça. C'est pas hyper sécure. Du coup, je lui pose la question après de me le refaire en mode sécure. Il me propose Argon 2, enfin, je lui propose Argon 2 et il me fait l'implémentation avec Argon 2, qui est un peu le standard, quoi. Pour tout le reste de ce qui est généré, c'est valide. Les security, les stratégies que je vais mettre entre mes contrôleurs pour faire l'authentification. Enfin bref, il me génère une dizaine de fichiers. Je ne passe pas forcément en détail sur la totale, tellement que il n'arrive pas à tout générer en un prompt. Ça, c'est une des limites que je n'ai pas évoquées, mais on ne peut pas le faire sur des quantités énormes, quoi. Il faut un peu limiter le nombre de tokens. On appelle ça des tokens. Un token, c'est environ 4 lettres. Donc, si ma demande, elle fait 400 lettres, et ben, ça fait 100 tokens. Et donc, je peux lui demander de continuer la génération pour qu'il fasse la suite de la génération, quoi. Et il continue de me générer donc la partie Prisma, base de données, dépendance. Et donc à la fin, je me retrouve avec voilà, bel et bien une dizaine de fichiers qui est dans l'ensemble valide. Moi, il y a le problème de la sécurité d'une part et le problème de la clean architecture qui n'est pas trop respectée ici d'autre part. Bon, faire une inversion of control et tout, ce ne sera pas très difficile en l'état, hein, c'est juste modifier les injections. Mais grosso modo, ça me fait une énorme partie du boilerplate qui est utilisable tel quel et j'ai peu d'ajustements à faire, quoi. Je lui demande en l'occurrence l'ajustement. La méthode validate user n'est pas très sécurisée. Utilise plutôt la lib Argon 2. Vous avez raison, merci, ça me flatte. Argon 2 est une bien meilleure option pour stocker les mots de passe. Et donc là, il me fait mon Argon 2 Verify en asynchrone. Et effectivement, c'est bien plus safe puisque du coup, j'ai probablement une méthode de sign-up à un moment qui a stocké le mot de passe haché, etc. Donc, je suis très content. Il me dit, oublie pas de l'ajouter dans ton package.json. Et voilà. Je peux lui demander d'écrire les tests de mon composant front-end qu'on a généré 5 messages plus haut avec Playwright. Et il va se rappeler du contexte et il va me générer les tests avec Playwright en choisissant de lui-même l'approche PageObject pour rendre le truc un peu plus maintenable dans le temps. J'ai donc mon test ici qui se base sur des méthodes de ma logging page qui est le PageObject. Et grosso modo, dans les tests qui sont faits, il y a une ou deux petites erreurs, pareil, mais j'ai encore une bonne partie du boilerplate qui est géré. Là, en l'occurrence, il attend que je navigue vers une autre page, parce que is logged in, si on regarde le contenu de cette page, enfin de cette méthode, pardon, c'est la navigation vers le dashboard. En tout cas, le fait que le title soit dashboard. Et moi, c'est pas le cas. C'était pas le cas dans mon composant de base. Donc, il y a des petites coquilles à droite à gauche. Mais dans l'ensemble, ça m'économise énormément de temps en fait de passer par des outils comme ça si je formule assez précisément la question. Dans la foulée, je lui demande de me créer un Dockerfile pour servir mon app Angular. Il se base sur une Alpine, pas mal, version 16. Il récupère le package log.json, donc c'est le fichier qui décrit les dépendances. Il installe, bon, il aurait pu me faire un npm CI, mais voilà. Il copie le résultat et il crée une deuxième image qui utilise seulement le résultat du build. C'est un Nginx classique, Alpine. J'ai testé ce Docker, il marche nickel. Je lui demande de faire la même chose. Ah oui, il m'explique aussi comment builder l'image et run mon app. Et s'il y a un truc que j'ai dû adapter, c'est là, il a choisi d'appeler mon application My App, alors que moi, elle s'appelait Test. Bon, bah voilà, en gros, si je connais un peu les bases du fonctionnement, je suis content. Grosso modo, ça ne va pas nous empêcher
ou plutôt nous remplacer le fait de devoir quand même connaître les outils, hein, et leur imbrication et tout. Sans la connaissance des outils, je suis bloqué là, je peux pas vraiment lui demander de me générer, une image Docker ou voilà quoi. Mais ça nous facilite toute la partie boilerplate, et cetera. Donc le build de l'image Docker, le run, je lui demande de faire pareil avec Nest.js, il le fait pareil, l'image elle est valide, l'installation, la copie, l'exécution, only en production. Pareil, build, configuration et je lui demande finalement de me créer un Docker Compose qui agrège tout ça et qui me permet d'avoir une Docker Stack pour l'équipe de développeurs, de mon équipe, quoi. Très bien, en rajoutant Postgre, RabbitMQ et du monitoring avec Prometheus. Il récupère contextuellement, les 2 images qu'il a fait précédemment en les cherchant localement, quoi, en mappant correctement les ports. Il dit qu'elles dépendent d'autres services et il décrit les autres services d'une manière basique, hein. Effectivement, nous, notre configuration Prometheus, il y a d'autres trucs qui ont été rajoutés, d'autres variables, et cetera. Mais ça marche quand même, pas mal. Et à la fin, il m'explique un peu ce qui s'est passé, voilà, quoi. Un autre cas que je trouvais intéressant, c'est, donc on fait passer des entretiens, chez Agicap et ces entretiens, c'est souvent via une code review. Et donc la code review, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit: «Bah, vas-y, si ce message d'erreur veut bien disparaître». Je lui ai dit: «En tant que développeur senior avec plus de 20 ans d'expérience», ça c'est un autre, une autre manière de configurer, le moteur qui peut être utilisé. «En tant qu'expert de sécurité, explique-moi ça comme si j'étais un enfant de 6 ans». Ça va vraiment simplifier, les connaissances d'une personne avec 20 ans d'expérience, quoi. Ça, c'est une manière de un peu, customiser le moteur. Fais la code review du code suivant. Et là, je lui ai juste collé notre exercice d'entretien pour ceux qui ont passé ces entretiens. Enfin, tout le monde ici a passé cet entretien et a probablement eu une code review comme ça. Et la réponse, je trouve qu'elle est. Donc, pour rappel, hein, c'est juste le product repository qui va chercher en 2 requêtes différentes. Et puis, du coup, il y a un petit problème d'injection SQL, il y a des problèmes de naming des fonctions, etc. Il me trouve quasiment la totalité des éléments. Sécurité, vulnérable aux injections SQL. Nommage, il y a des I et des DB qui traînent, c'est pas dingue. Découplage, les méthodes, elles sont couplées, elles font plusieurs choses et ce serait mieux de les séparer. Utilisation de la liste, le type liste, pas très optimisé au niveau des performances. Si c'est volumineux et si c'est votre préoccupation, donc ça nous fait poser la question, quoi. On pourrait utiliser un i énumérable ou i queryable. Et alors là, je suis pas expert en .NET, donc peut-être que sur cette partie, c'est erroné, mais pour le reste, il me semble que c'est valide. Et il n'y a pas de validation effectuée pour assurer que le paramètre de la méthode n'est pas nul. Je ne sais pas s'il pourrait être nul dans ce cas, comme c'est fortement typé, mais voilà. Et il propose une alternative. Je ne l'ai pas fait, mais on pourrait lui dire optimise les requêtes SQL. Je l'ai fait dans un autre prompt, en fait. Optimise les requêtes SQL et il nous fait ou une jointure ou alors 2 requêtes d'affilée avec un in. Et il précise, ouais, en fonction des cas, le in, ça peut être mieux que la jointure ou inversement, quoi. Donc en fait, je pense que si on avait un humain qui répondait avec autant de précision, quoi, aux questions qu'on lui pose, il y a quand même pas mal de chances, j'ai l'impression, qu'il puisse être recruté chez Agicap, en tout cas avec nos critères actuels. Donc vigilance sur les prochains entretiens qu'on fera passer, parce que s'il y a un petit malin qui a connecté le truc, en se basant sur le screenshot qu'on est en train de lui montrer dans le Meet, ça pourrait mal tourner, quoi. Use case numéro 2. Donc là, c'est un usage complètement différent. C'est le fait d'intégrer dans des applications in-app, en utilisant l'API, cette fois GPT, et du coup, ben, en venant booster les capacités de nos applications qu'on fait. Donc l'API, bah, c'est une API REST, enfin c'est une API classique, hein, et on peut l'interroger via API REST justement. Là, il y a plein d'exemples qui sont mis. Par exemple, on peut expliquer du code, translate natural language en SQL, grammar correction, Q&A, enfin il y a plein de choses et c'est juste une API classique, hein, où on fait des petites requêtes HTTP. Là, on a un exemple de requête curl où, grosso modo, on lui donne le modèle et on lui donne l'instruction. Il y a une histoire drôle qui est arrivée, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà. La température, c'est un peu le niveau de variabilité qu'on peut avoir d'une réponse sur l'autre. Si la température est à 0, il y a peu de variabilité. Si elle est à 1, il y a un max de variabilité, quoi. Et là, on peut poser des grandes questions. Et
aujourd'hui, vraiment, la seule limite, c'est que la longueur de cette question, elle ne peut pas excéder 3000 caractères, quoi. Mais bon, on a confiance en la loi de Moore, hein, et dans le fait que probablement que d'ici 2 ans, on sera plus limité par ça, et voilà, quoi. Du coup, les exemples, il y en a plusieurs. Déjà, il y a Mathis, hein, qui avait parlé de CI/GPT dans le Tech PL Meeting Cashflow de la semaine dernière. Donc, bon, il en a bien parlé, probablement qu'il pourra vous en reparler. Je partage juste son lien parce que je trouve que c'est très intéressant, hein. C'est un outil qui permet d'analyser dans la CI les messages d'erreur et donc faciliter le debug en se basant sur ChatGPT. Il y a des exemples, je vous laisserai aller voir parce que je ne connais pas forcément hyper bien l'outil, quoi. Le deuxième cas, moi, c'est un truc que j'ai fait en local, Code Review GPT, qui va permettre de faire, comme son nom l'indique, une code review entre une branche et la branche main. Donc, c'est un CLI Node.js qui, quand je tape code review et le nom de la branche, eh ben, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un guide diff entre la branche et le main et il envoie à ChatGPT système, donc c'est les règles, review the given TypeScript code extracted with git diff for potential readability, security, testability issue. Donc en gros, je l'oriente un peu pour chercher les problèmes vous avez capté quoi, sécurité, testabilité et readabilité. Et je lui passe le git diff tel quel. Et lui, ce qu'il me répond, c'est bon, le code, il semble aller en termes de lecture, merci, de sécurité et de testabilité. Par contre, il y a quelques améliorations qu'on peut faire. Par exemple, naming convention for clear client. Et effectivement, je n'avais pas vu, mais en fait, j'avais mis client avec CL, j'avais mon majuscule qui était resté bloqué, quoi. Et donc, il pourrait être renommé en clear client. Le fetch client function can be made more concise by removing the return statement. Et effectivement, il y a un return ici qui ne sert à rien parce qu'il y a un subscribe et c'est une fonction void, quoi. Le catch error pourrait être utilisé pour handle l'erreur. Il n'y a pas de handle d'erreur à cet endroit-là. Le empty RxJS peut être remplacé par un off nul pour envoyer un non empty. Alors là, je ne suis pas convaincu par l'utilité, mais peut-être qu'il y a des experts RxJS qui pourront me dire si c'est valide ou pas. Je crois pas, mais enfin, je pense pas que ce soit top de faire comme ça. Voilà. Et le distinct until change qui est marqué comme pas utilisé dans ce code. Et il me propose une réécriture de la classe que j'ai envoyée en appliquant les changements qu'il a fait. Il a bien dégagé le return qui était ici. Il a bien renommé mon client sans le CL ici. Et voilà, quoi. Donc ça, franchement, ça m'a pas pris très, très longtemps parce qu'en fait, la majorité de l'intelligence, elle est côté GPT. Et donc, ça montre bien le genre de use case qu'il faut repenser, quoi, parce que ça change radicalement la manière dont on peut tacler certains sujets. Et le dernier point qui illustre probablement le mieux ce que je viens de dire, c'est l'histoire de l'extracteur d'informations qu'on utilise chez Cash Collect et chez AP, Clipa, un service qui coûte 10 centimes sans négociation, 6 centimes avec négociation par facture. On lui envoie la facture, ils ont un réseau neuronal entraîné qui est dédié à ça, dédié uniquement à la facture. Ça fait probablement des années qu'ils travaillent là-dessus, qu'ils l'ont entraîné à fond et tout. Il y a des équipes entières qui doivent travailler là-dessus, quoi. Et du coup, Lucas Bertola, hein, Lucas a travaillé sur un extracteur d'informations des factures où l'idée, c'est il y a 3 briques dedans. On upload un PDF et pendant que ça extrait, je vous explique. On upload un PDF. Le PDF, il est transformé en image avec un outil classique, quoi. Ensuite, on fait une extraction OCR de l'image avec Tesseract. Donc là, on extrait au format brut, tel quel. Donc ça aussi, il n'y a rien de... Enfin, c'est pas révolutionnaire, quoi. Et par contre, tout ce texte de la facture, où il y a plein d'informations qui ne sont pas utiles, qui sont un peu décontextualisées, voilà, eh bien, on les envoie à ChatGPT et on lui demande, à l'intérieur de cette espèce de brouillard d'informations, là, extrais-moi le numéro de la facture, le total TTC, la TVA, l'issue date, l'émetteur, le client. Et effectivement, on arrive à un résultat qui est très proche de ce que notre équipe Clipa a pu faire en plusieurs années de travail en se basant sur une IA qui est tellement flexible qu'elle s'adapte à quasiment n'importe quel problème, en fait. Et donc, ça aussi, c'est quand même un peu terrifiant, quoi. C'est-à-dire,
la rapidité avec laquelle certains business, vont s'écrouler en fait, face à des outils comme ça et donc ça montre, je pense, d'autant plus l'importance de l'inclure dans son, quotidien sans pour autant, lui, laisser, contrôler complètement la manière dont on fait quoi, pour pas être trop dépendant de ça, mais c'est important de l'inclure dans son quotidien. OK, j'espère que ça va toujours là, je parle vite, mais parce qu'il y a beaucoup d'informations. 2e sujet, Copilot. Donc Copilot, c'est disponible depuis 2021. Moi, j'étais inscrit à la bêta et c'était très bien. C'est construit sur, GPT-3. Donc c'est le même moteur de base, sauf qu'ils l'ont nourri avec tous les repos open source de la planète et du coup, c'est devenu le Codex. Donc c'est le moteur, qui propulse Copilot. Là, ils sont en train d'intégrer d'autres trucs dedans, notamment ils vont intégrer ChatGPT. Récemment, ils ont sorti Copilot Lab, un petit truc dans l'IDE et faut vraiment différencier la manière dont on utilise Copilot de la manière dont on utilise, GPT. Avec l'introduction qu'il y a eu sur GPT, on pourrait tenter de lui demander de tout rédiger directement dans l'IDE. Aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, il est bien meilleur pour générer plein de fois des petits extraits de code que des grosses procédures avec 10 000 étapes. Voilà. Et il est encore meilleur si on le guide, ça veut dire on lui donne des noms de méthodes un peu explicites et des noms de variables qui ont du sens pour lui. Et pour l'instant, il n'a pas encore la contextualisation totale dans l'IDE. Ça veut dire il n'a pas toute la code base en mémoire. À la place, il a seulement les fichiers qui sont ouverts dans l'IDE. Du coup, il peut s'aider d'un fichier ouvert pour alimenter l'autre et inversement, ou alors s'aider de l'ensemble du fichier pour générer la prochaine ligne, mais il n'y a pas encore la capacité de tout prendre. La promesse de demain, ce sur quoi ils travaillent, hein, c'est donc d'intégrer ChatGPT, Copilot X et tout ça, c'est prendre en considération toute la code base, mettre ChatGPT directement dans Copilot pour qu'on ait plus besoin de quitter notre IDE pour poser les questions et tout, quoi. On verra comment ça se passe, mais grosso modo, Copilot, ça ressemble à ça. Donc, c'est une extension qu'on peut activer ici. Et j'aimerais bien vous montrer deux, trois petits use cases. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps. On va l'appeler index.ts. Et là, on va faire une export function. Et ça va être check if email is valid. Et donc là, en fait, grosso modo, il arrive à trouver is valid with, on peut mettre regex par exemple. Et donc, c'est assez irrégulier, hein, les résultats qu'on peut avoir, parce que le truc, c'est que c'est pas déterministique comme approche. Et donc là, typiquement, c'est un fail complet parce que il n'arrive pas à me générer mon checker d'email avec un regex. Et donc, j'essaye de proposer des synthétisations. Alors là, effectivement, le fait est que ah voilà, OK. OK, bon, on s'en sort pas mal. Il était en train de mouliner en bas. Il arrive parfois que l'extension, je sais pas, c'est un peu comme si elle se déconnectait. Ça arrive vraiment pas souvent, mais en bas, on peut avoir le logo qui tourne un peu et donc dans ce cas, on peut relancer l'IDE ou quoi et ça repart sans trop de problèmes. Quoi qu'il en soit, on peut, en mettant un nom de fonction clair et les paramètres, ça l'aide beaucoup, générer, le contenu de la fonction assez simplement. Moi, j'évite fortement de passer par les commentaires. On peut aussi faire en mode comment driven. Par exemple, create function to, hem, par exemple, create a store, non, mais to, check if number is odd, voilà. Et en fait, le point, c'est que on est systématiquement en train de générer des commentaires, des choses comme ça. Et donc, c'est un truc qui est conseillé par pas mal de personnes, mais on sait qu'on ne veut pas avoir une code base remplie de commentaires. Donc, moi, je pense qu'on peut bien s'en sortir juste avec des fonctions. Et je vais vous montrer, hop, à la limite, l'écriture d'un petit store. Donc, un state, pardon, ça ressemble, un state NGXS, ça ressemble à ça. Donc là, j'en ouvre un ici. Et hop, je crée un deuxième fichier et je vais l'appeler IAM. On va l'appeler action access state. Yes. Et donc là, en théorie, si ça se passe bien,
ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'en spécifiant uniquement le type que mon state va manipuler, donc je définis mon type, I am action access state type is action sending active. Donc là, il suppose, en regardant ce qui était marqué ici, que c'est is action sending active. C'est pas le cas. On va mettre plutôt is action active, par exemple. On va dire que c'est la fonctionnalité d'activation des actions. OK. Et là, c'est le festival, c'est-à-dire qu'en gros, je fais quasiment plus que des tabs et il me génère tout seul, quoi. I am action access, donc c'est le nom de mon state, très bien. I am action access default state, donc là, il va se baser sur la valeur par défaut que j'ai définie dans mon action state. Hop, je valide. Il voit que c'est un service injectable, il m'exporte le bon nom. Donc là, c'est tout en rouge, hein, parce qu'il faut que j'importe les trucs après. Lui, il est capable de traiter que euh, 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 ligne par ligne, quoi, et donc pas revenir sur les imports. Mais grosso modo, là, il a quasiment tout. J'ai bien mon selector qui est valide. J'ai bien l'action qui va me permettre de fetch la valeur au back-end. Et en gros, je suis à peu près nickel. Il me reste quasiment plus qu'à tout importer et on est bon, quoi. Et après, il faut que j'aille créer l'action qui est dans le deuxième fichier, celui qu'on a vu, mais c'est à peu près la même chose. Et donc, c'est des bons exemples où, en lui donnant quelques aides au début, quelques triggers, il arrive à générer quasiment tout le reste, quoi. Ok, c'est à peu près tout, moi, de mon côté pour Copilot. Je vais passer la main à Guillaume, qui a Yes. préparé quelques points. Donc, j'ai pas toute la profondeur d'analyse d'Hugo. Moi, j'ai juste été pendant 2-3 semaines avec Copilot pour voir. Donc, je vais aller très rapidement sur ce que j'ai vu. Donc, je fais pas souvent du front. J'en ai fait un tout petit peu et j'ai rajouté un nouveau cas là, dans les custom dashboards. Maintenant, on gère la dette. Et donc, hop, j'ai rajouté les nouvelles valeurs de l'enum et automatiquement, il nous propose de gérer la clé de trad, mais pas que la clé de trad, aussi la traduction. Donc, ça a été hyper rapide. J'ai été très vite bluffé. Ensuite, en F Sharp, sur un exemple que j'ai à titre perso, voilà, j'ai fait des choses. J'avais du code qui était dupliqué, et donc je commence à écrire exactement comme a montré Hugo. Tiens, c'est quoi cette méthode? Et automatiquement, il a compris par rapport à en dessous, et il m'a généré tout seul la méthode. Et comme dans F Sharp, dans Visual Studio Code, on n'a pas ReSharper, on n'a pas tout plein d'outils de refactoring, on est obligé de les faire un peu à la main. Et quand je les fais à la main, il vient me sauver et ça y est, je peux faire du refactoring et ça m'a vachement soulagé. C'était vachement plus agréable de faire du F-Sharp dans ces conditions. La question qu'on va se poser, c'est très vite sur C-Sharp dans Visual Studio. Alors là, je travaillais sur le monolithe. Le monolithe JKPAP, il est déjà gourmand et du coup, il y a déjà beaucoup de ressources qui sont consommées. Ça avait l'air de pas forcément donner beaucoup de ressources à Copilot non plus. J'ai pas fait de test sur des petits projets. En plus de ça, C# est déjà hyper outillé. Donc, en général, je veux extraire une méthode, je sélectionne, je fais extract méthode et c'est fini. Donc, Hugo l'a hyper bien présenté. Ce qui marche bien avec Copilot, c'est de lui donner des petits trucs sur lesquels il peut s'accrocher, lui dire, tiens, voici le nom de la méthode, etc. Il s'accroche dessus, il fait des propositions pertinentes. Là, j'étais beaucoup moins dans cette manière de faire et donc, du coup, il a été beaucoup moins nourri et du coup, il avait beaucoup moins de propositions que dans F#. Par contre, une fois de temps en temps, on arrivait sur, tiens, j'ai un nouveau type de filtre, toujours lié à la dette dans les custom dash. On veut maintenant filtrer sur des tags qui sont liés à la dette. Je commence à écrire ma classe et pouf, il me propose toute l'implémentation. Je l'ai relu. Ça correspond pas mal à d'autres filtres qu'on avait. Bon, il pensait que c'était un GUID. En fait, c'est pas l'identifiant d'un tag, c'est pas un GUID, c'est une string. Il pensait que dans le contexte, ça apporterait un certain nom. Finalement, c'était un nom qui était un petit peu différent, etc. Mais à part ça, sinon, j'avais quelque chose qui correspondait bien. J'ai eu aussi dans les tests d'acceptance des propositions qui étaient parfois bonnes. Donc ça m'a moins bluffé que le reste, mais exactement pour ce que présentait Hugo, puisque je le nourris moins, je lui donne moins de trucs, et qu'en plus j'avais moins de ressources disponibles, j'étais un peu moins. Mais il y a quand même des fois où on sort des trucs super intéressants. Ensuite, le dernier exemple que j'avais, c'est finalement ce qu'on a vu de ChatGPT en chat. On peut aussi le voir directement. Donc, dans VS Code, j'avais copié-collé tout un ADR et j'écris juste conclusion en résumé. Et là, il est capable de nous faire un compte rendu finalement de tout ce qui a été fait au départ et nous résumer ça. Et donc, il y a d'autres personnes, c'est pas
Pauline qui a aussi pris des notes un peu brutes et qui en a fait des notes beaucoup plus claires et beaucoup plus digestes à partir de ça. Donc il y a moyen aussi dans nos ADR ou dans nos comptes rendus autres de bénéficier de ça. Voilà, c'était les quelques petits exemples en 2-3 semaines sur lesquels j'ai pu tomber. Merci beaucoup. En tout cas, c'était pas mal de enfin, c'est cool d'avoir des exemples un peu sur les différents langages parce qu'effectivement, ça peut dépendre de ça et les différentes tailles de projets. C'est des sujets sur lesquels, de toute manière, ils travaillent, hein. S'ils veulent prendre le contexte entier de la code base, il va bien falloir. Et moi, il y avait juste un dernier petit point que je voulais évoquer avant de passer la main à Lucas. J'en ai pas trop parlé, mais là, ce qu'ils ont sorti récemment, c'est le lab. Donc, en fait, le concept du lab, c'est pas comme chez Agicap de faire du growth, c'est de lui donner des exemples de code et à partir de cette sélection, il peut faire des trucs. Et pour l'instant, ça marche pas très bien. Donc en gros, je vais pas trop m'arrêter dessus, mais c'est un truc qui est en bêta là, faut s'inscrire, accéder au machin et voilà. Ça va probablement s'améliorer dans le temps qui vient. Peut-être là, c'est pas le meilleur exemple, mais à partir de ça, on peut lui demander d'expliquer le code. Donc là, par exemple, Jask a copilote et il va m'expliquer à quoi correspond ce code. Que voilà, une classe pour chaque action. Bon, probablement que sur du code un peu plus compliqué, ça marche mieux. Il peut traduire le code d'un langage à un autre. Donc, on peut choisir de le traduire en Kotlin, par exemple. Et voilà, donc il va m'écrire mes trucs. Ou il peut éventuellement fixe bug. Ça marche un peu pour les histoires de tu as une parenthèse en trop d'un côté ou de l'autre. Il arrive à le trouver. Moi, j'en ai résolu quelques-uns. Mais il y a d'autres trucs qui s'est un peu éclaté, donc je ne vais pas forcément trop vous pousser, mais c'est juste un nouvel usage qui va arriver et qui est déjà disponible actuellement, quoi. Voilà, et donc je passe la main à Lucas. Je te remercie Hugo. Et effectivement, une fois qu'on a dit ça, il y a plein de questions qu'on peut se poser. D'ailleurs, certains ont posé dans le chat sur les aspects très légal et sécurité de ces nouveaux outils. Le service légal et sécurité a du coup pas mal bossé ces dernières semaines dessus en préparation de cette réunion pour être sûr d'avoir une vision globale des choses, de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Pour commencer sur la partie légale, déjà la première question qu'on peut se poser, c'est du coup le code généré, est-ce que je peux l'utiliser? C'est-à-dire que, imaginons qu'ils produisent du code qui est sous licence propriétaire, on risque de le mettre dans notre code sans s'en rendre compte. Du coup, par rapport à ça, les conditions générales de OpenAI, qui est du coup la société qui édite GPT et Copilot, pas Copilot, mais passons, est très clair dans le sens que le code généré nous est propriétaire. Pour autant, ils sont en parallèle très flous sur comment ils entraînent leurs données et est-ce que dans ces données-là, il n'y a pas des données propriétaires qui, du coup, par effet, pourraient se retrouver dans notre code à nous. Et donc, la conclusion qu'on y donne à cela, c'est aujourd'hui, on peut l'utiliser. Pour autant, de la même façon que quand on trouve du code sur Slack, lisons notre code avant de le mettre et soyons sûrs que ce soit du code qui nous est pertinent. Et en même temps, on va avoir dans les chantiers un travail avec la sécurité, d'analyse de notre code source, être sûr que dès à présent d'ailleurs, il n'y ait pas du code propriétaire qu'on aurait mis sans faire exprès, soit avec demain Copilot, soit hier avec Stack Overflow, pour nous protéger ceinture bretelle. De la même façon qu'on peut se poser la question de ok, mais est-ce que ce code, on peut le mettre dans nos repos d'un point de vue légal? On peut aussi se poser la question de est-ce qu'on peut le mettre d'un point de vue sécurité? Si ça se trouve, ce code peut être vérolé, peut contenir des virus, des backdoors, ce genre de choses. Et en fait, la conclusion est exactement la même. Aujourd'hui, c'est déjà le cas avec du code qu'on peut prendre sur GitHub, qu'on peut prendre sur Stack Overflow. C'est important que le code généré, vous le lisiez et que vous faisiez attention à ce qui est généré. Ça reste, aujourd'hui en tout cas, un assistant. Il faut donc du coup vérifier le travail de l'assistant. Ça, du coup, c'est pour la partie purement génération de code.
les deuxièmes questions les deuxièmes genres de questions qui peut apparaître, c'est OK, mais l'information que nous on envoie à OpenAI, est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est secure? Qu'est-ce qu'ils font avec nos données? Dans un premier temps, je vais parler que de tout ce qui est API. Je parlerai dans le point suivant de l'interface qu'on connaît tous. L'API qui est du coup soit ce qu'on automatise, soit ce qui est utilisé par Copilot, donc ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Sur l'API, les conditions générales sont relativement claires, qui n'ont pas de rétention de données. Jusqu'à preuve que ça change, il n'y a du coup aucun souci pour pouvoir nous envoyer nos données. Il y a plein de gens sur Internet qui font systématiquement et énormément de tests pour essayer de piéger OpenAI en envoyant la donnée et en essayant de la retrouver plus tard dans le prompteur. Aujourd'hui, personne n'a démontré que la donnée l'utilisait. Pour autant, on peut se poser des questions sur, OK, mais est-ce que typiquement, mes clés de production, je peux les envoyer OpenAI? Et la question, c'est plutôt, moi je reformulerai la question, c'est pourquoi vos clés de production sont dans vos codes? De façon générale, que ça soit avec OpenAI ou avec n'importe lequel de vos plugins, aucune société externe ne doit avoir accès à des informations de connexion, des credentials de production. Du coup, pour moi, ça c'est vraiment une question qui est complètement séparée de Copilot et qui doit vraiment être dans votre façon de travailler, que dans votre code source ne se retrouve aucune information confidentielle, même en local et même de façon temporaire sans avoir pushé. Donc ça, c'est pour la partie rétention de données. Pour résumer, il n'y a pas de problème. Dans les conditions générales et officiellement et officieusement, ils ne gardent pas la donnée. Le point suivant à bien comprendre, c'est qu'il y a une très très grande différence entre l'API publique, donc comme je viens de vous l'expliquer, l'API REST et ce que Copilot peut utiliser, de l'interface publique, donc ce qu'on connaît tous, là où on peut envoyer du texte avec l'historique à gauche, vraiment l'interface publique. L'interface publique pose aujourd'hui énormément de problèmes sur tout ce qu'on vient de dire précédemment, donc sur la rétention de données. Aujourd'hui, il y a toute la pensée qui garde toutes les questions que vous posez et qui s'entraîne dessus, et sur le code qui est produit ou les infos qui est produit. Aujourd'hui, il n'y a aucune garantie que ce qu'ils vous produisent soit à vous et n'appartiennent pas à quelqu'un, ou ne serait-ce qu'à eux, n'appartiennent pas à OpenAI. Et c'est d'ailleurs, pour les gens qui ont un peu suivi, pour cette exacte raison que en Italie, ChatGPT a été banni, et qu'aux États-Unis, il y a une énorme procédure légale qui est en train d'être lancée contre eux sur ce point-là. Mais ça ne concerne du coup uniquement l'interface publique. Donc du coup, ce qui est très important à comprendre, c'est que si vous avez des choses que vous pensez un peu limites, soit dans la réception des données, soit dans l'envoi de données, bah, n'utilisez pas l'interface publique, utilisez bien l'API. Dans tous les cas, si vous avez un doute ou par mesure de zèle d'être ceinture, vous voulez double vérification sur un sujet, sur comment utiliser, vraiment l'équipe sécurité sera complètement disponible. Donc posez votre question dans le channel security de Slack et on vous répondra, il n'y aura vraiment aucun sujet là-dessus. Est-ce que Go, tu veux prendre la suite? Ouais, je peux prendre la suite. On fera la question juste après, à la limite. Du coup, en conclusion, pas de conclusion en slide en tout cas. La conclusion, c'est que je pense que tout le monde a compris un peu que du coup, c'est un sujet qui est vraiment vaste et qui va vraiment bouleverser pas mal de fonctionnements, pas mal de choses qu'il y a aujourd'hui. Donc, il y a plein de choses qui se mettent en route et il y a du bon et du moins bon, hein. C'est-à-dire que grosso modo, il va probablement falloir prendre le train, quoi, si on ne veut pas être un peu à la ramasse dans 5 ans.
Parallèlement, on l'a vu, ça fait aussi gagner pas mal de temps. C'est vraiment une formidable aide pour plein de moments dans notre quotidien, quoi. Et donc, à ce titre, Agicap est très content de fournir à tous les devs une licence copilote pour aider à dev au quotidien. Et donc, on pense vraiment que ça peut aider tout le monde. Donc voilà, on est très content pour ça. Et il y aura un accès à ChatGPT. Donc, pas ChatGPT via l'interface, mais un équivalent via un bot Slack qu'utilisera l'API. Et du coup, tout le monde pourra librement poser des questions sans se soucier de est-ce que c'est risqué ou pas risqué. Et je partagerai du coup les slides, la diapo, les quelques liens utiles, je pense, parce qu'il y a vraiment plein de choses qui pop en ce moment et donc il faut rester un peu alerte, quoi. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous surtout. Merci, Franchement, c'était top. S'il y a des questions. L'interface pour remplacer le chat, là, on pourra l'avoir dans combien de temps à peu près? C'est en cours? C'est un projet? Dans moins d'une semaine, il faut que je finisse d'être bêta-testé par moi-même. Ok. Ça marche. Donc on pourra s'en servir pour toutes nos minutes meeting ou nos ADR ou nos machins, etc., quoi, notamment. Là, il y a des trucs, typiquement, Copilot, ils vont l'intégrer dans Teams. Et donc, en fait, il fera des résumés automatiquement des réunions tout seul, quoi, sans qu'on ait besoin, en sortant les points un peu clés de la réunion. Donc, la suite Office, là, elle est en train de passer boostée avec GPT ou Copilot. Enfin, il y a pas mal de trucs. Okay. Il y a un dernier exemple que je trouvais assez bluffant, c'est Mathis qui n'est pas là cette semaine qui me l'a montré. Il a donné à GPT-4, qui est multimodal, enfin comme tu dis, c'est ça, ouais, une photo de son frigo, la porte ouverte, en lui demandant est-ce que tu peux me dire ce que je peux faire comme cuisine avec ça? Et le truc lui a proposé des recettes de cuisine avec exactement les produits qu'il a réussi à détecter sur la photo. Moi, je trouve ça assez fou, quoi. Ouais. Et le lien qui va intéresser tout le monde, le voici, c'est pour demander votre licence, si vous le désirez. Super. Bon, merci beaucoup. Merci à tous. Désolé pour le Merci. décalage, on a débordé un peu. Bon appétit. Merci. Merci Hugo. Merci. Merci, super. Ciao. Merci, à plus. Bon appétit. Merci.